Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Depuis toujours, depuis l'époque où vivait le Bouddha il y a 2500 ans, nous sommes mus par nos habitudes, nos désirs et nos peurs. C'est ce que le Bouddha a appelé les trois poisons, l'avidité, la haine et l'illusion. Ces poisons nous entraînent dans nos actions et par là nous causent de la souffrance. C'est de ces habitudes dont nous allons parler aujourd'hui. Nous verrons comment on peut aborder, explorer et finalement vivre avec ce que notre invité Martin Aylward rebaptise, pour les actualiser, les 3D, désir, défense et distraction. Martin Aylward, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes bouddhiste depuis vos 20 ans. Dans la tradition plutôt Theravada, vous enseignez le Dharma au Moulin de Chave, c'est en Dordogne, c'est un lieu que vous avez fondé en 2005. Et puis vous enseignez un petit peu partout en Europe et dans le monde, avec l'idée et le souci d'intégrer l'éveil dans la vie quotidienne. Tout à fait. Alors, tout d'abord, pourquoi, par quel souci avez-vous eu envie de baptiser les trois poisons dans des termes plus contemporains ? Et justement, pour être plus contemporain, pour donner aux gens moyen de vraiment faire la connexion entre ces trois, autrement dit poisons, mais je dirais ces trois mouvements, faire la connexion avec leur propre expérience, de pouvoir ressentir qu'est-ce que c'est d'aller vers un objet agréable, ce qu'on veut, le désir, de vouloir s'éloigner physiquement même. On peut ressentir ces contractions musculaires, de vouloir s'éloigner d'un objet désagréable, par un mouvement défensif, autrement dit la haine, le rejet. Et puis, face aux objets neutres, face à une expérience qui ne nous intéresse pas, qui ne nous interpelle pas, la façon par laquelle on se perd, on se distrait, on perd conscience, autrement dit l'illusion. Donc, à la fois, je trouve, utilisant ces trois mots, de faire la connexion directe à l'expérience, et puis ensuite, pour que les gens peuvent vraiment étudier, suivre, aborder, explorer ces mouvements. Alors, on va voir un petit peu comment ces trois poisons interviennent dans notre vie quotidienne, dans l'existence de tout un chacun. Tout d'abord, sommes-nous conscients de ces trois poisons, de ces 3D ? Une pratique méditative, une pratique du Dharma, c'est une pratique justement de se rendre de plus en plus conscient de ces mouvements. La plupart du temps, sans une pratique, sans en faire attention, c'est justement des mouvements inconscients. On se trouve tiré et poussé par nos désirs, par nos défenses, par nos distractions. Et c'est ainsi qu'on se trouve basculé par ce qui nous arrive. Et donc, en faisant attention, surtout, en fait, pas de méditation comme un entraînement mental, mais surtout sur un plan viscéral, physique. On fait attention de manière de plus en plus subtile, en fait, de comment notre attention est facilement contractée autour d'un objet, contractée dans le désir pour quelque chose, contractée dans la défense contre quelque chose. Et c'est ainsi, justement, qu'on les explore. Oui, vous parlez, c'est très physique, les termes que vous utilisez, la contraction, la crispation même. Mais finalement, comment ces trois poisons agissent-ils sur nous ? Normalement, nos sensations sont stimulées de toutes différentes manières. Et apprendre, être vraiment à l'écoute de nos sensations, apprendre, être présent avec ce qui se passe, ce qui est justement tout un travail, une pratique très répétitive. Notre attention s'éloigne tout le temps, notre attention se perd dans ces choses. Normalement, on ne dit pas « Ah, il y a le désir qui agit sur moi oui, ». Non, on dit « Je veux ça ». Donc, faire attention aux sensations, ça devient tout un apprentissage de se familiariser avec ce qui est finalement justement une contraction. Donc, on commence par « je veux ça ». Après, on se dit « ah, je comprends, je suis stimulé par le désir et alors par une certaine contraction autour de l'objet ». Et après, on commence vraiment à explorer la nature de ces contractions. On trouve peut-être que oui, c'est vrai, ça c'est agréable et donc je le veux. Si vous voulez que ça soit quelque chose ou que ça soit une telle expérience, par exemple. Mais on commence aussi à ressentir et comprendre que la contraction d'elle-même est quelque chose de douloureuse.
en fait, même si c'est assez subtil, que la contraction elle-même prenne de l'énergie, que la contraction elle-même est une sorte de souffrance. Et donc, rentrer en contact ainsi, c'est manière d'adoucir les contractions, d'avoir une relation toujours avec l'agréable ou le désagréable, etc., mais une relation qui est plus fluide, plus spacieuse, plus libérée. Que dit précisément le Bouddha? Faut-il viser à supprimer ces poisons ou au contraire mieux les connaître pour pouvoir s'en détacher? Moi, je dirais qu'il n'y a pas... c'est pas possible de supprimer ces mouvements. Hein. Si on n'avait jamais aucun mouvement d'aller vers quelque chose, ben, vous et moi, on ne va jamais quitter cette salle. Hein. Et puis, il y a des endroits dans le texte, par exemple, un endroit où le Bouddha, c'est tard la nuit, il a enseigné aux moines pendant un moment, et il dit à Ananda, son assistant, il dit « Oh Ananda, je suis fatigué et j'ai mal au dos. Je veux me coucher, s'il te plaît, enseignez aux moines pour moi. » Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de désagréable qui se passe, il a mal au dos, il est fatigué. Donc, il voit qu'il a mal et la réponse peut être fluide, naturelle. Ben, si j'ai mal, il vaut mieux que je m'occupe bien de la santé. Donc, c'est pas qu'on essaie d'atteindre un état ou une idée de quelque chose où rien ne surgisse. Il n'y a plus de désir, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus d'agréable, il n'y a plus de désagréable. Non, c'est la nature de la vie que l'expérience se présente par ces trois goûts différents, agréable, désagréable ou neutre, c'est normal. Qu'il y a un certain mouvement d'appréciation vers l'agréable, de désagrément ou de ne pas aimer le désagréable et de ne pas être très intéressé par le neutre. Tout cela, c'est normal. Et c'est pour ça, justement, que je mets l'accent sur la contraction, sur la friction qu'on crée dans ces mouvements et vers une vision et alors une pratique de pouvoir justement faire cette exploration et ainsi de faire cette libération dans ces trois mouvements naturels. Ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que le désir, quand on arrive à le satisfaire, à justement un état de satisfaction qui est agréable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, justement, sur cet état qu'il faut peut-être dépasser, puisqu'il n'est pas éternel? Oui, et ça c'est certes qu'il n'est pas éternel. Hein. Et puis, on sait, tout le monde sait que la satisfaction n'est pas éternelle. On a tous l'expérience, on n'a pas besoin d'une pratique pour savoir que, oh, je veux ça, et puis, oh, je l'ai, je l'obtiens. Oh, il y a un moment de satisfaction, de plaisir, et puis de soulagement, parce que c'est en fait le soulagement de la contraction du désir, et puis très vite, il y a autre chose à désirer. On sait tous cela philosophiquement, si vous voulez, mais là, expérientiellement, on se trouve quand même dans la relation avec la chose, avec l'expérience, comme si jamais j'avais ça. Donc, philosophiquement, on le sait, mais expérientiellement, on est convaincu, en fait, que c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut. Et on est encore plus convaincu parce qu'au moment de l'obtenir, c'est ce soulagement. Donc, en fait, en pratiquant ainsi, on commence à voir que ce qui est vraiment satisfaisant, c'est pas, en fait, d'attraper la chose. Ce qui est vraiment satisfaisant, c'est l'adoucissement de la contraction. Et donc, en pratiquant ainsi, on commence à avoir beaucoup plus de choix, beaucoup plus de possibilités d'adoucissement. Un adoucissement, un soulagement qui ne dépend pas forcément sur l'obtention de l'objet ou de l'expérience. Par rapport au deuxième poison, la haine, ce que vous appelez, vous, le mouvement de défense, de rejet, oui. Comment peut-on agir dessus? On n'aime pas le désagréable. Vous, sûrement, moi aussi, tout le monde, on n'aime pas le désagréable. Donc, très vite, en fait, lorsqu'on commence vraiment à faire attention, dès qu'il y a quelque chose que j'aime pas,
ce mouvement de le rejeter, de s'enfuir ou de se battre avec. Et en faisant attention, on cultive toutes sortes de qualités. On cultive une certaine patience. On cultive ce qu'on peut appeler un champ de confort qui est plus large. On cultive une capacité de demeurer d'une manière non réactive face au désagréable. C'est comme en méditation, par exemple. On peut s'asseoir un moment et au bout d'un certain temps, surtout si on est assis par terre avec les jambes croisées, au bout d'un certain temps, c'est inconfortable. Hein. Mais là, en restant là, en faisant attention, on peut voir la différence entre la sensation d'elle-même, la chaleur ou la densité des sensations, et puis en plus tout ce qu'on fait avec. Le rejet, toutes les histoires que je fabrique en moi. Et donc, de connaître un demeure spacieux qui ne dépend pas justement que mon expérience doit être comme je le veux. Ensuite, bon, bien sûr, si ça devient trop désagréable, c'est aussi habile, si on peut, de s'orienter pour se donner plus d'aise. Mais c'est surtout ça, la capacité d'agrandir notre capacité d'être avec ce qui arrive, que ça nous plaît ou pas. Alors sur le troisième mouvement, sur le troisième poison, l'illusion ou la distraction, on a l'impression que c'est un petit peu moins grave, entre guillemets, que les deux autres, que ça fait un peu moins souffrir. Est-ce que c'est vrai ? Le demande, ça va vers quelque chose de particulier que je veux. La défense, ça m'éloigne de quelque chose de particulier que je ne veux pas. Tandis que la distraction, c'est plutôt rien de spécial. Et donc, on se perd soit dans une sorte d'inconscience, ou on se perd dans l'ennui, ou on se perd dans l'agitation. On cherche quelque chose de mieux. Donc, c'est pas que c'est grave, si vous voulez, mais en même temps, lorsqu'on se perd, on est perdu. On n'est plus là pour avoir un contact, une intimité avec ce qui se passe, avec la vie telle qu'elle est. Et donc, ça fait partie aussi de cet entraînement de Dharma, afin de pouvoir être là pour cet instant de la vie. Alors, pour conclure, Martin Aylward, pour se déshabituer de nos habitudes des trois poisons, est-ce que c'est le raisonnement intellectuel sur lequel il faut agir, ou est-ce que c'est plutôt la pratique, la pratique physique presque ? Oui, surtout, je dirais, par la pratique. Ça veut dire, en tant que méditation formelle, ce qui est une façon de vraiment mettre ces trois mouvements, mettre toute notre vie sous le microscope d'une attention fine, précise, et puis à la fois, dans le plus grand champ de nos vies quotidiennes, d'amener ce qu'on entraîne dans la méditation pour voir tous les moments où on est interpellé justement par un de ces trois mouvements, afin de les aborder, les explorer, les libérer. Merci Martin Aylward d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques suggestions de lecture pour prolonger l'émission. La doctrine bouddhique de Louis Moline chez Actes Sud. L'auteur, un médecin disciple du vénérable Walpola Raoula, expose ici la sagesse réalisée il y a 2500 ans par le Bouddha en insistant sur les fondements, honorer la vie et exclure les faux semblants de l'existence. La pensée bouddhiste, une métaphysique de la délivrance par Thierry Falissard aux éditions Almora. Et puis, méditation sur la perception, 10 pratiques thérapeutiques pour développer la pleine conscience du vénérable Enepola Gunaratana, traduit par Jeanne Chute chez Point Marabout. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un bon dimanche et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.